Il l'appelait Monsieur Hitler avec Christophe Bourseiller. Hitler a un fond d'humanité comme vierge, une sensibilité extrême, une bonté, une fidélité, une générosité que l'on ne trouve pas chez les autres hommes d'État et qui les gênerait. Christophe Bourseiller, bonjour. Bonjour Marc Felinski. Christophe, on vous reçoit aujourd'hui à Pile-Poule pour un nouveau livre. Il y a quelques semaines ou quelques mois, on avait parlé, les auditeurs s'en souviennent peut-être, certainement même, de l'ultra-gauche. Et là, on est passé dans le spectre inverse. Là, oui. Je travaille aussi sur les extrêmes droites. Et là, je dirais que je suis allé dans les bas-fonds. Mais évidemment, les bas-fonds sont toujours très intéressants et révélateurs. Voilà. Alors, le livre il l'appelait Monsieur Hitler, Histoire méconnue des nazis français 1920-1945. Je rappelle, Christophe, que vous êtes écrivain, producteur, radio, télévision. Historien, c'est important parce que c'est un livre d'histoire. C'est pas marqué sur la couverture, mais historien, effectivement. Producteur de nombreux ouvrages, notamment sur l'ultra-gauche, l'extrême droite, etc. Et vous me disiez, Christophe, que vous étiez aussi président de l'Observatoire sur les extrêmes droites, c'est ça ? Absolument. Je préside à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, qui est basée à Valenciennes, un observatoire des extrémismes et des signes émergents, OESE, et on organise, là dans les jours qui viennent, un colloque sur les 50 ans du Front National avec Jean-Yves Camus, Sylvain Crépon, Nicolas Lebourg et plein de gens très compétents pour évoquer ce phénomène populiste, voilà, en plein essor. Donc on parle aujourd'hui de ces gens qui l'appelaient Monsieur Hitler, c'est-à-dire de tous ces Français qui étaient fascinés, voire parfois même amoureux d'Hitler avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale et pendant l'occupation, puisque le livre que vous avez écrit et qui est extrême, comme toujours, très précis et très bien, très passionnant et très bien écrit. Il couvre toute cette période et j'avoue que c'est tout à fait passionnant parce que on s'aperçoit à quel point finalement, et ça explique des choses de l'occupation, à quel point il y avait des nazis qui étaient fanatiques déjà avant la guerre et avant l'arrivée d'Hitler. C'est ça. Moi, je fais démarrer le livre en 1920 lorsque Hitler rejoint le DAP, le Deutsche Arbeiterpartei, enfin bon, le parti des travailleurs allemands qui va transformer en NSDAP. Et en fait, j'ai observé que dès les années 1920, et même si on met de côté la guerre et jusqu'en 1939, en fait, les partisans d'Hitler, il y en a ils sont de deux ordres. Vous avez évidemment les militants d'extrême droite, qui sont d'abord fascistes puis nazis, bien sûr, et je les détaille, et je vais d'un groupe à l'autre, et j'explique leurs différentes outrances. Et puis vous avez les modérés, vous avez des gens de gauche, vous avez des radicaux, vous avez des humanistes, des européistes, des chrétiens, des gens de toutes sortes, qui, en fait, ont souffert de la Première Guerre mondiale, disent pourvu que ça ne se reproduise jamais, et qui vont vraiment se mettre un bandeau sur les yeux pour ne pas voir qui est véritablement Hitler, et qui vont sans cesse prêcher la réconciliation franco-allemande, et au risque de se tromper, mais de façon extraordinaire. Et puis vous avez une troisième catégorie qui compte beaucoup, c'est les journalistes. C'est-à-dire que la presse française de 1920 à 1939, elle est aveugle à Hitler. Mais c'est un degré d'aveuglement qui paraît aujourd'hui absolument surréaliste. On va sous-estimer constamment Hitler. Ça va très loin. Je vous donne un exemple, un ou deux exemples. Lors de la nuit des longs couteaux, vous avez ce massacre atroce entre nazis où les SS massacrent les SA. Les journalistes français, des plus grands journaux qui tiraient à 500 000 exemplaires, Paris Soir, Le Figaro, etc., disent « c'est bon signe ». Parce que les nazis les plus extrêmes ont été tués par les modérés. Ils pensent que les SS sont modérés. Et donc, c'est bon signe, ça veut dire que le régime va se normaliser. Vous voyez ?
Pire encore, lorsqu'il y a la nuit de cristal, là où des centaines de synagogues sont incendiées, des milliers de juifs sont tués, les nazis disent « c'est un complot juif ». Alors quelques jours auparavant, un jeune juif isolé nommé Herschel Greenspan avait tué un conseiller de l'ambassade d'Allemagne qui s'appelait von Neurath. Bon bref, et donc les nazis disent « en fait c'est un complot pour prendre le pouvoir ». Et dans Paris Soir, vous avez un article qui reprend mot pour mot le communiqué du régime hitlérien, disant c'est un complot, sans aucun commentaire. Et les articles de Paris Soir disent les Allemands ont désarmé les Juifs. C'est-à-dire qu'ils font comme si ce pogrom épouvantable, c'était en fait un coup d'État juif. Vous voyez ? Et ça, c'est la vision qui était partagée à l'époque par la presse française, pas par une poignée de néofascistes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est profondément troublant. Alors, Christophe, la citation que j'ai donnée en entrée, qui est tellement élogieuse pour Hitler, évidemment, elle n'est pas de vous, elle n'est pas de moi non plus. Elle est de Jacques Chardon. Le grand écrivain Chardon, vous voyez. Collaborationniste. Et nous sommes en juillet 1944. Ouais. C'est-à-dire, nous sommes dans la retraite, la fin, c'est déjà la fin. Le débarquement a eu lieu, les collabos français vont dans un mois quitter la France, on sait beaucoup de choses sur Hitler, enfin il y a des milliers de morts qui sont déjà officiellement déclarés, et Jacques Chardon dit cet homme a un cœur extraordinaire. Vous voyez, on est à un degré d'aveuglement de fascination. C'est une fascination presque amoureuse, oui, c'est ça, bien sûr. Pour Hitler. Très clairement, mais il faut dire que tout s'explique par un homme qui a été, dès les années 1920, donc avant la venue d'Hitler au pouvoir, qui a été l'homme clé de la désinformation en France. L'homme qui a coupé les jambes aux Français, c'est Otto Abetz. Otto Abetz, vous savez, on le présente toujours comme celui qui, pendant la guerre, était le représentant officiel de l'Allemagne, ce qui est vrai. Mais avant la guerre, Otto Abetz était un agent d'influence. Et Otto Abetz travaillait pour Joachim von Ribbentrop, qui n'était pas encore le ministre des Affaires étrangères du Reich, mais qui était un diplomate parallèle. Et Ribbentrop avait créé, à la demande d'Hitler, un bureau Ribbentrop dans lequel il faisait une sorte de diplomatie bis. C'est-à-dire que vous aviez un ambassadeur du Reich à Paris, et puis à côté de ça, vous aviez des jeunes diplomates qui faisaient passer des messages beaucoup plus directs et qui, en fait, s'employaient à désinformer le pays en faisant passer de faux messages, en organisant énormément de voyages touristiques pour des élites, pour les leaders d'opinion en Allemagne, où ils étaient reçus comme des rois. Le vin coulait à flot, ils rencontraient Richard Strauss, ils rencontraient les plus grands créateurs allemands, enfin qui voulaient bien collaborer avec le régime nazi, et ils revenaient enchantés en disant « mais c'est pas du tout ce qu'on croit, Hitler est un modéré ». Et bien, si vous prenez en 1933, donc l'année où Hitler vient au pouvoir, hein, vous avez les frères Tarot, Jérôme et Jean Tarot, qui vont pour le compte de Paris Soir à Berlin faire une enquête, et ils arrivent à Berlin le premier jour où il y a un pogrom. C'est-à-dire qu'il y a une campagne anti-juive, si on est en 33, dès 33, et c'est une journée de pogrom. Et ils arrivent à Berlin, et alors ils font un article en disant « oui, alors c'est vrai qu'il y a eu quelques exactions. Alors on a tondu des jeunes filles juives pour leur laisser une croix gammée sur la tête, mais, disent-ils, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. » Journaliste français. Ouais. C'est une révolution, il y a évidemment des débordements, mais, et alors ça c'est ce que dit Vladimir d'Ormesson, qui n'est pas du tout un nazi, qui dit espérons que, et d'ailleurs il en est persuadé, Hitler va calmer ses troupes. Ouais. C'est-à-dire qu'Hitler est perçu non pas comme le cinglé que nous connaissons, mais comme un modérateur. Hitler, c'est celui qui calme, vous voyez, c'est celui qui tient ses troupes. Alors évidemment, il y a des soudards qui se laissent aller à quelques petites exactions, et Jérôme et Jean Tarot disent ça ne va pas durer. C'est vraiment le début, c'est normal. Au début, il y a un peu d'énervement, mais après on se calme. Mais présenter Hitler comme un modéré, et
tout au long des années 30, c'est ça. Hitler est un modéré, Hitler n'est pas antisémite, il est antisémite par calcul pour satisfaire son électorat. Hitler n'est pas anti-français non plus. Hitler n'est absolument pas anti-français. Bon, dans Mein Kampf, il a écrit que il y avait l'ennemi principal, c'est les Juifs, et le deuxième ennemi, c'est la France. Ouais. Donc bon, certes, il a écrit ça dans Mein Kampf, mais c'était il y a longtemps. Il a changé. Il a changé. Et puis Hitler, il faut bien le dire, nous, quand on voit les films sur Hitler, on voit toujours les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on voit Hitler éructant, bavant, poussant des hurlements dans des congrès à Nuremberg. Mais en fait, Hitler était un caméléon. C'est-à-dire que Hitler changeait de discours et d'attitude en fonction de son interlocuteur. Et Hitler pouvait être extrêmement posé, extrêmement sympathique. Je vous donne un exemple. 1937, congrès de Nuremberg. Hitler tient le crachoir pendant 4 heures en hurlant un discours d'une violence inouïe. Vraiment d'une violence inouïe, avec d'un racisme abject, d'accord ? Et après, il convie tous les diplomates français, les diplomates étrangers qui étaient présents à Nuremberg, dans la tribune VIP, dans le carré VIP de Nuremberg, ça existait, il les convie à un thé. Et là, article dans le Figaro, Hitler, un homme délicieux, qui offrait des petits fours aux femmes, qui servait lui-même le thé. Et André-François Poncet, ambassadeur de France à Berlin, qui n'était absolument pas nazi, fait un communiqué pour dire « Nous remercions Hitler pour son charmant accueil à Nuremberg ». Vous voyez, c'est extraordinaire. Ça, non, il y a une personnalité absolument extraordinaire. Mais alors, ce qu'on comprend quand même en lisant votre livre, ce qu'on découvre, c'est que finalement, ces nazis français ou ces pro-nazis français des années 20 et 30, ils avaient, je dirais qu'on comprend un petit peu les raisons, parce que mettons de côté le côté fou, criminel d'Hitler. Le nazisme représentait pour eux à cette époque d'abord le pacifisme, qui était très, très important. Ça représentait aussi la nouveauté, la jeunesse, la modernité, et ça représentait aussi même la justice sociale d'une certaine façon. Alors ça, vous avez raison, Marc, d'insister là-dessus, parce que en fait, là, il faut pas. Il y a deux clientèles parmi ces nazis français. Vous avez donc les modérés, les radicaux, etc., dont on reparlera, mais vous avez aussi l'extrême droite qui est très puissante. Les mouvements d'extrême droite en France qui rassemblent des centaines de milliers de personnes. Lesquels, par exemple, on peut donner quelques noms. Le Parti populaire français de Jacques Doriot, qui est le mouvement le plus puissant. 300 000 membres en 1937, c'est des mouvements extrêmement importants. Et en fait, quand vous lisez les textes de ces gens, quand vous lisez par exemple Drieux-La Rochelle ou d'autres, vous vous apercevez que pour eux, alors là je vais dire un truc qui va vous paraître peut-être absolument fou, mais c'est ce que j'ai observé dans mes lectures, le nazisme s'était branché. Ouais. Alors pourquoi ? Enfin, le totalitarisme s'était branché. Pourquoi ? Parce que, en fait, si vous voulez, il y avait eu les futuristes italiens, ce courant artistique d'avant-garde qui faisait l'éloge de la vitesse, de la modernité. Le XXe siècle, c'était ça. C'était les autoroutes, le béton, les voitures qui roulaient à 60 km/h, ce qui à l'époque paraissait donner le vertige. L'essor de l'aviation de ligne. Vous voyez, une espèce les gratte-ciel, les buildings. Et le totalitarisme était, pour beaucoup de jeunes fascistes, le régime qui correspondait au monde nouveau. C'était fini le monde ancien, c'était le monde nouveau, le XXe siècle, donc le siècle de la vitesse, et les dictateurs, c'était le modèle social qui correspondait à cette époque nouvelle. Et donc il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient être dans le vent, qui voulaient être dans le coup, et ils étaient nazis pour être dans le coup. Vous voyez, c'est affreux à dire, mais c'est une réalité historique. Il y avait le sentiment européen aussi, l'idée de la construction européenne, oui, de alors l'amitié. Ça c'est très important, mais ça, si vous voulez, c'est autre chose. C'est-à-dire que alors là, vous avez deux clientèles. Vous avez les nazis, les fascistes, les groupes d'extrême droite, et puis vous avez tous ceux qu'Otto Abetz a pervertis, d'une certaine façon, qui sont donc des gens qui sont des radicaux, des socialistes, des gens de gauche, des humanistes, des chrétiens, des européistes. Et en fait, si vous voulez, il y a tout un courant qui s'est développé à partir des années 1920, qui était très modéré, qui s'appelait le personnalisme et qui voulait remettre l'individu au centre du jeu, en quelque sorte. La personne humaine au centre du jeu. Et les personnalistes, qui les caractérisaient, c'est le fait ils étaient nés, en gros, au début de la guerre de 14, donc ils étaient jeunes, et ils incarnaient une génération nouvelle. Et cette génération nouvelle, ils se disaient
entre eux, avec nous, il n'y aura plus de guerre. C'est les parents qui ont fait la guerre, ils ont été fous, ça a été une boucherie atroce, je vois, les millions de morts français, enfin les blessés, les gueules cassées, ça a été une boucherie monstrueuse. Et donc, nous les jeunes, on ne fera plus la guerre. Et donc, ils sont partis sur un rêve européen. Et ce rêve européen, c'était la pan-Europe du comte Koudnov-Kalergi, la pan-Europe qui est à l'initiative de l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'était les premiers européistes. Mais au nom de ce rêve européen, ils ont prêché la réconciliation entre toutes les nations européennes. Et donc, il y avait l'idée, on est jeune, donc on incarne un souffle nouveau pacifiste, et puis on est européen, les Allemands aussi, donc réconcilions-nous avec les Allemands. Et on est pour la paix, c'est-à-dire que vous montrez bien aussi à quel point les nazis allemands ont joué une duplicité vis-à-vis des Français. Extraordinaire. En leur faisant croire, malgré Mein Kampf, malgré ce que Hitler disait par ailleurs sur les Français, sur la guerre, ce discours très belliciste, que finalement, Hitler et les nazis étaient des hommes de paix. Absolument, c'était ça que le message... Ce qui était dans la tête des gens aussi peut-être de Munich. Mais Otto Abetz, en fait, a ciblé avec beaucoup d'intelligence tactique deux niches qui étaient les maillons faibles de la France. Donc la première niche, c'était les jeunes. Et donc il a convaincu, il a fait venir des jeunes à Berlin, ils ont rencontré Hitler, il a organisé des rencontres de jeunes. Il y a une rencontre assez extraordinaire qui s'est tenue au Solberg, en haut du mont du Solberg, en Allemagne, mais c'est une montagne, depuis cette montagne, on voit la France. Voyez, et donc il y a eu une rencontre de jeunes où alors ils ont joué de la guitare ensemble en chantant des chants allemands et français, ils ont bu, ils ont flirté, et puis il y a eu un grand moment émouvant où il y a eu un grand discours d'un Allemand et un grand discours de Jean Lucher, qui était le radical de gauche français qui soutenait cette réconciliation. Et à ce moment-là, il y a deux anciens combattants qui se sont avancés. Ouais, extraordinaire. Et l'un et l'autre avaient le bras coupé. Ils avaient des moignons et ils ont touché leurs moignons. Enfin, ça paraît un peu surréaliste. Ils ont touché leurs moignons en un geste symbolique de réconciliation. Vous voyez, c'était merveilleux. Et à partir de là, il y a eu beaucoup de voyages de jeunes qui ont été organisés en Allemagne par Otto Abetz dans le but de dire « mais nous, les Allemands, on veut la paix ». Mais c'est pas vrai, parce que la mentalité française et la mentalité allemande étaient très différentes. Parce que les jeunes Français... Oui, ils étaient dégoûtés par la guerre. Ils avaient vu leurs parents blessés, morts, enfin, ils n'en pouvaient plus. Mais les jeunes Allemands avaient perdu la guerre. Et les jeunes Allemands étaient humiliés. Et donc, ce qu'ils voulaient, eux, c'était obtenir des réparations, l'abrogation du traité de Versailles. Ils n'étaient pas du tout dans le même état d'esprit que les Français. Mais les Français n'ont pas voulu le voir. Ça, c'est la première niche, les jeunes. Et la deuxième niche, ça c'est génial, c'est les anciens combattants de 14. Bon, alors pourquoi ? Parce que Otto Abetz voit, vous savez ce qui se passe le 6 février 34. Le 6 février 34, vous avez les ligues qui vont se descendre dans la rue à Paris, place de la Concorde, il y aura plein de morts, ça va être vraiment une tentative de coup d'État d'extrême droite, on pourrait dire. Et les ligues qui descendent dans la rue, c'est les Croix de Feu, c'est des ligues d'anciens combattants. Et donc, Otto Abetz se dit, les anciens combattants, c'est un maillon faible parce que ils ont été traumatisés par la guerre. Ce qui est vrai, beaucoup d'entre eux sont devenus fous, ils étaient traumatisés. À partir de là, il va aller à la rencontre des grands dirigeants des associations d'anciens combattants, Jean Gouin, Henri Pichot et d'autres, et ils vont leur dire, vous savez, Hitler veut la paix. Hitler est un homme de paix. Hitler n'a aucune intention d'envahir la France. On est donc en 1935, vous voyez. Hitler ne s'intéresse pas à la France. Rassurez-vous, Hitler veut... Et pour le prouver, je vous propose de venir à Berlin rencontrer Adolf Hitler. Alors oui, ah bon, aller à Berlin. Et finalement, ils disent oui. Ils vont à Berlin. Ils sont accueillis par Hitler, qui est d'une gentillesse avec eux, d'une prévenance. Nous sommes tous des combattants. Nous avons vécu ça. Maintenant, il est temps d'ouvrir une page nouvelle. Ensuite, ils vont à Berchtesgaden, donc la demeure d'Hitler, où ils dînent avec Hitler. Enfin, ils sont 150, mais bon, ils dînent avec Hitler. Puis à un moment donné, Hitler s'arrête à la table des Français. Vous voyez. Et donc, ils sont absolument charmés. Et à partir de là, les anciens combattants de 14 vont devenir les relais de la propagande pacifiste d'Otto Abetz, qui se sent assez fort pour créer un lobby pro-nazi en France. Ça existait.
qui a été créé en 1935, qui se réunissait à l'hôtel Crillon à Paris, tant qu'à faire, autant que ça soit agréable, et qui s'appelait le Comité France-Allemagne. Et alors, le Comité France-Allemagne, il n'y avait que des vedettes, des personnalités de la littérature, des écrivains. Oh bah, là, j'ai un trou, là, mais... enfin, en tout cas, dans votre livre... C'est dans mon livre, mais il y en avait tellement, tellement que c'est incroyable. Mais des gens qu'on a retrouvés après la guerre aussi. Ah oui, voilà. Mais alors attendez, c'est encore plus fort, parce que Otto Abetz, c'est un génie du mal, quelque part, mais c'est un génie, parce que non seulement il crée le Comité France-Allemagne, mais il adosse le Comité France-Allemagne à un club mondain, une sorte de boîte de nuit, un lieu à la mode, qui s'appelle le Club du Grand Pavois, et qui est sur les Champs-Élysées, et qui est au dernier étage d'un immeuble des Champs-Élysées, et qui bénéficie d'un rooftop absolument somptueux, et tout le monde, dès qu'il fait beau, va, le grand chic, c'est d'aller boire un verre au Club du Grand Pavois en regardant Paris à ses pieds. Et là, le Club du Grand Pavois, c'est truffé d'espions allemands. Mais truffés. Donc, ils sont tous là, en train de se parler, et ils sont présents partout. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple, c'est quelque chose, c'est un scoop que je révèle dans le livre, c'est que Jacques Doriot, transfuge du Parti communiste, crée en 1936 le Parti populaire français, donc un mouvement d'extrême droite direct. Là, il passe du stalinisme au fascisme directement. Le congrès a lieu à Saint-Denis, devant 10 000 personnes, et juste avant que Doriot monte sur scène, il reçoit la visite d'un diplomate du bureau Ribbentrop, un diplomate diplomate parallèle, qui s'appelle Friedrich Seeburg. Et Friedrich Seeburg l'emmène dans un bureau et lui parle pendant 1 heure, en tête-à-tête. Et ensuite, il crée le Parti populaire français. C'est vous dire à quel point les Allemands ont veillé à la création de ce parti dès le départ. Parti qui a été munichois tout au long des années 30 jusqu'à la guerre, vous voyez, qui est resté... Oui, il y avait une stratégie vis-à-vis des Français. De désinformation et d'influence. Ah, mais très clair, évidente. Et mais c'est parce qu'ils ont trouvé aussi, ils ont trouvé en France des âmes réceptives. Alors, comment vous expliquez, vous parliez de Doriot qui vient du Parti communiste, comment vous expliquez que beaucoup de ces gens venaient de la gauche, communistes ou non communistes, Blücher, machin, etc. Tous ces gens, c'était des vrais socialistes, des vrais communistes qui œuvraient pour le peuple et qui se sont retrouvés, il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, ça a été le cas aussi en Allemagne, en Italie. Mais ce passage entre l'extrême gauche et l'extrême droite, comment on l'explique ? Alors ça, en fait, si vous voulez, c'est le passage d'un totalitarisme à l'autre. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient des léninistes, qui étaient des gens qui prônaient un socialisme autoritaire et qui ont prôné ensuite un fascisme, qui est aussi une forme presque de socialisme autoritaire, même si les concepts sont légèrement différents. Alors, ce qui est assez mystérieux, effectivement, et qui était assez passionnant à observer, c'est 2 choses que je dirais qui sont pour moi la morale du livre. D'abord, c'est le fait qu'on peut se tromper à plusieurs et qu'un grand nombre de personnes peuvent s'enfumer les uns les autres et l'erreur est collective et qu'on peut vraiment s'aveugler en groupe. Et ensuite, il faut se méfier des bons sentiments. Parce que vous voyez, on vit dans une époque qui est pleine de bons sentiments, de morale, on fait la morale à tout le monde. Et à cette époque-là, c'est les bons sentiments qui nous ont conduits à l'échec. C'est-à-dire qu'on disait, mais non, mais Hitler, arrêtez de le démoniser. Hitler, c'est quelqu'un comme vous et moi. Je lui ai parlé, je l'ai rencontré, il veut la paix. Enfin, je vous jure qu'il n'est pas antisémite. Moi, il a tenu des propos qui étaient franchement très modérés, Hitler. Vous voyez, et c'était vrai, il tenait des propos comme ça. Et donc, il y avait, je crois que c'est très important d'insister sur cette force des bons sentiments qui vous égare. Ouais. Méfiez-vous des bons sentiments et restez dans le réel. Pour moi, c'est ça l'enseignement. Et on a sous-estimé aussi ce qui était vraiment le nazisme, parce que vous parlez de la cécité des politiques, de la classe politique, de la classe culturelle, de la classe médiatique. Mais quand Hitler accède à la chancellerie du Reich, c'est-à-dire le 30 janvier 1933, le Petit Parisien, et le gros titre, c'est « Les socialistes ne participeront pas au cabinet en formation ».
En France, donc. En France, le cabinet de L'homme Daladier. du jour, c'était Daladier. Oui, oui. Et Hitler, ils n'ont pas vu. Non, Hitler, c'était un autre c'est deux colonnes sur le côté. Hitler, c'est deux colonnes sur le côté pour dire que M. Hitler vient de prendre le pouvoir, mais que M. Hitler ne représente aucun danger parce qu'il est prisonnier de ses alliances. C'est vrai qu'Hitler est arrivé dans une alliance droite-extrême droite, et donc Hitler est prisonnier de ses alliances. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, c'est ce que les Français disaient d'Hitler avant qu'il vienne au pouvoir. C'est-à-dire Hitler, c'est juste un groupuscule, après ça grossissait beaucoup, mais bon, c'est juste un groupuscule entre les mains de la droite conservatrice. Les nazis, c'est des soudards qu'utilisent les Juncker, les vrais dirigeants de l'Allemagne. Et donc, oui, mais ça, c'était une opinion qui était partagée en Allemagne aussi, parce que beaucoup de milieux, milieux capitalistes, de milieux de patrons, de milieux, etc., qui ont soutenu Hitler et qui l'ont financé, il faut bien dire les choses, pensaient effectivement qu'il allait se calmer et qu'il deviendrait un homme de droite qui fera une politique qui leur sera favorable. Mais vous savez, ça c'est quelque chose qui est très important. Et quand on étudie l'extrémisme, c'est un vrai problème d'évaluation. C'est-à-dire que tous les mouvements extrémistes prônent la violence. Tous appellent à la guerre, à la destruction, à la révolution, tous. Mais il y en a très peu qui passent à l'acte. Vous voyez, finalement, les terroristes d'extrême droite ou d'extrême gauche sont très peu nombreux comparés à tous les militants qui disent « oui, il faut la révolution, il faut tout détruire ». Vous voyez, et les Français et les Allemands, pareil d'ailleurs, avaient l'habitude d'entendre sous la République de Weimar les discours des partis d'extrême gauche, d'extrême droite qui disaient tout ça, on va tout détruire, on détruira tout, et Hitler aussi. C'est une figure de style, un peu. Oui, sauf qu'Hitler, lui, c'était du sérieux. Ouais, mais quelque part, les gens ne s'en sont... Les Français, notamment, se sont dit, oui, non, mais il dit ça, il le dit, mais il ne le fera pas. Oui, mais alors encore plus dramatique, puisque lors de la promulgation des lois de Nuremberg, des lois anti-juives de Nuremberg, c'est en septembre 1935, loi quand même qui déchoit du jour au lendemain les Juifs de leur citoyenneté allemande, qui les empêche d'exercer leur métier pour au moins la moitié d'entre eux. Absolument. Enfin, personne ne réagit dans la presse française. Personne. On ignore l'événement. Voilà, on ignore l'événement, il n'y a pas un article. C'est simple, il n'y a pas d'article. Alors ça, c'est pas le problème. C'est pas les nazis français, c'est toute la cécité de la société, de la classe médiatique française. C'est la cécité de la société française, je dirais, face à la question juive. Une cécité tout à fait surprenante. Vous savez, on a l'impression que dans les années 1930, il y a un antisémitisme en France qui renaît. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il y a toujours eu un antisémitisme en France très ancien, un antijudaïsme religieux, puis un antisémitisme social, anarchiste, d'extrême gauche, etc. Enfin, c'est des choses qui ont toujours existé en France. Mais pendant la guerre de 14, il y a beaucoup de juifs français qui ont combattu et qui ont été décorés. Et du coup, le fait de voir tant de juifs devenir des anciens combattants, des héros du front, a fait chuter l'antisémitisme en France tout au long des années 1920. Et c'est quand Hitler revient au pouvoir que là, il a financé, il y a le Weltdienst, le service mondial de lutte contre les juifs, qui va arroser des tas de groupes partout en France, comme le Front franc de Jean Boissel et beaucoup d'autres. Et à partir de là, l'antisémitisme va redémarrer. Et ce sera un antisémitisme d'une violence incroyable de la part de l'extrême droite, avec une opinion française qui s'en fout des juifs. C'est-à-dire, qui s'en fout ? C'est-à-dire que vraiment, il y a une espèce d'indifférence. Les journalistes considèrent que des mesures antisémites, ce n'est pas important. Et Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas eu des réactions, ou dans les milieux de gauche, c'était le Front populaire à ce moment-là, des réactions, on prive les gens de leur citoyenneté et on dit ouvertement qu'on va s'en débarrasser. Mais c'est en 1936. Le Front populaire n'a rien fait du tout. Il y a une scène extraordinaire dans le livre, c'est qu'il y a Ribbentrop qui vient à Paris, il est devenu ministre des Affaires étrangères du Reich. Et il vient à Paris en visite officielle, on est en 36 ou 37, et donc c'est le Front populaire. Et Ribbentrop, le gouvernement français, organise un dîner en son honneur. Et on invite donc tous les ministres du gouvernement français, tous sauf les Juifs. C'est-à-dire que le gouvernement du Front populaire n'invite pas les Juifs au dîner. C'était déjà l'autocensure. Pour ne pas faire de peine
Ribbentrop, vous voyez, et on est avec gouvernement de gauche, vous voyez. Donc voilà, tout est dit. C'est pas grave. Donc c'est Mandel qui n'a pas été invité. Il n'y avait pas que Mandel, il y en avait plusieurs, Jean Zay, voilà, tout à fait. Voilà, ça paraît dingue. Vous voyez, c'est très intéressant. Et lorsque il y a vous savez, la réunion d'Évian, quelques années plus tard, pour décider du sort des Juifs avec des représentants de tous les pays du monde, personne ne trouve une solution parce que personne ne veut accueillir les Juifs et tout le monde s'en moque. Et le pire, je dirais, c'est le Figaro en 1933. Le Figaro qui appartient à l'époque à un milliardaire d'extrême droite qui s'appelle François Coty, parfumeur. Et François Coty va, alors qu'il est le propriétaire du Figaro, il est propriétaire de 47 journaux en France, qui roulent donc pour l'extrême droite. Et il prend la parole dans le Figaro en 1933 pour dénoncer une invasion allemande. Alors, on se dit, de quoi veut-il parler? Et en fait, il dénonce les Juifs réfugiés qui arrivent d'Allemagne pour se réfugier en France. Et il dit, c'est une invasion allemande, il faut bloquer l'invasion. Vous voyez, et ça passe comme une lettre à la poste, aucun scandale, rien. Bah oui, c'est le patron, vous voyez, il a encadré en première page du Figaro. Vous voyez, c'est comme si Bolloré, tout à coup, faisait un article ou intervenait directement sur CNews. Ça peut arriver. Vous voyez, pour dire, ou dans Paris Match, vous voyez, pour dire, je ne sais pas ce qu'il dirait, mais enfin bref, vous voyez, c'est assez surprenant. Alors, Christophe Bourseiller, je rappelle qu'on parle de votre livre, je n'ai pas dit que c'était paru chez Perrin. Ils l'appelaient Monsieur Hitler, Histoire méconnue des nazis français 1920-1945. On en arrive au moment de la guerre, de l'occupation. Et là, on voit que ce terreau de nazis stipendiés développe un écosystème absolument extraordinaire dans la France de Vichy et la France occupée. Absolument, mais là, de nouveau, c'est Otto Abetz qui est à la manœuvre pour, je dirais, influencer l'opinion publique française et faire passer ses idées. C'est le socle de la collaboration, en fin de compte, d'une certaine façon. C'est l'homme clé. C'est l'homme clé. D'ailleurs, il a à peine été inquiété à la fin de la guerre. Il a fait quelques années de prison, puis il est sorti. Enfin bon, il a terminé sa vie dans la quiétude la plus totale. Et alors, Otto Abetz va créer plusieurs choses. Il va créer des instituts, un institut de l'information pour contrôler l'information, un institut allemand qui organise des colloques. Alors, il y a des centaines de milliers de personnes qui vont s'inscrire à des cours d'allemand. Comme les Allemands sont arrivés, il faut apprendre l'allemand. Donc, ils apprennent tous l'allemand, tous ensemble. Et puis, il va réveiller le comité France-Allemagne, mais en lui donnant un nouveau nom, et ça va être le groupe Collaboration. Alors, le groupe Collaboration, c'est pas tout à fait un mouvement politique comme les autres, parce que c'est une espèce d'association de VIP, de notables, qui soutiennent l'Allemagne. Vous voyez, qui sont donc pro-allemands, fanatiques. Et donc, il y a vraiment... Alors, ils vont réaliser quelques très beaux coups. Alors, des expositions. L'exposition Le Juif et la France, par exemple, qui va rassembler plusieurs centaines de milliers de visiteurs, qui va tourner dans toute la France. Vous voyez, exposition La France européenne, avec vraiment un monde fou, incroyable, la popularité de ces gens-là. Vous voyez, ils vont faire aussi des voyages, les fameux voyages culturels en Allemagne, voyages d'écrivains, voyages de stars de cinéma, voyages de musiciens. Alors, on voit bien dans votre livre, vous donnez toute la liste des gens qui se sont déplacés. C'est fascinant. Des gens qui ont été en Allemagne et qui ont été pendant la guerre, pendant l'occupation. Là, on est en pleine guerre. Il n'y avait plus aucune ambiguïté sur le fait que les Allemands étaient en guerre contre les Français. Alors, le pinacle de la collaboration, c'est 1942 à peu près. C'est là où vraiment il y a le plus de collabos. Et puis, à partir de 1943, Stalingrad, ça commence les Allemands commencent à s'inquiéter. Et là, il y a une radicalisation. Et donc, le groupe Collaboration, ces groupes de notables vont commencer à tenir des propos, des discours de plus en plus radicaux. Ils vont s'allier au mouvement ultra-collaborationniste qui trouve que Pétain est trop mou, comme le Rassemblement national populaire de Marcel Déat, le Parti populaire français de Doriot et puis plein d'autres groupes. Et là, ils vont se radicaliser jusqu'à soutenir la création de la LVF, la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Et puis plus tard, un groupe beaucoup plus radical
que la LVF, qui trouve que les gens de la LVF sont trop mous. C'est les Waffen-SS français qui iront combattre, défendre Berlin en 1945. Oui, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un mouvement de radicalisation qui ils vont encore plus loin dans la façon. Il y a une surenchère d'une certaine façon. Vous savez, ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir. C'est-à-dire qu'avant la guerre, ils prônaient la réconciliation. Les nazis arrivent et c'est leur ami Otto Abetz qui prend le pouvoir, donc ils se sentent en confiance avec Otto Abetz. Et puis là-dessus, il y a un homme politique français qui va faire des ravages, qui est Pierre Laval. Et Pierre Laval, c'est quelqu'un qui dit « je ne suis pas nazi ». C'est vrai, il n'est pas nazi, il n'est même pas nazi, j'allais dire Pierre Laval. Pierre Laval, il dit « écoutez, Marc, réfléchissez, Hitler, les nazis sont en France pour 1000 ans. C'est le monde nouveau ». On ne va pas continuer à aller avec les paramètres du monde ancien. Maintenant, il faut s'adapter à l'époque nouvelle. On est en France, il faut essayer de faire tourner la machine France dans le monde nouveau. Et donc, Pierre Laval va expliquer avec plein d'arguments savants que les nazis vont gagner, ont gagné, sont installés pour 100 000 ans, que donc c'est irréversible. Et la plupart de ces collabos vont reprendre à leur compte le credo de Pierre Laval en disant soutenir les Allemands, c'est soutenir les vainqueurs. On préfère être dans le camp des vainqueurs que dans le camp des vaincus. Et puis tout à coup, ils vont s'apercevoir que ça commence à vaciller. Que les Alliés débarquent en Afrique du Nord, que les Russes écrabouillent les Allemands à Stalingrad. Et là, ils voient bien que ça commence à aller mal, mais ils ne peuvent pas revenir en arrière parce que De Gaulle, les résistants ne veulent pas d'eux. Ils se sont tellement commis avec les Allemands, ils ont été tellement loin dans la collaboration, l'antisémitisme, ça ne passe plus maintenant. Ouais. Vous voyez, ils ont été tellement loin dans l'antisémitisme. Il faut bien comprendre que des partis, par exemple le Parti populaire français, devançait les demandes allemandes. C'est-à-dire que dès 1940, le Parti populaire français incendiait des synagogues partout en France, alors que les Allemands ne l'avaient même pas encore demandé. Vous voyez, dans le gouvernement du maréchal Pétain, le premier gouvernement du maréchal Pétain, vous avez le ministre de l'Intérieur, Raphaël Alibert, qui propose qu'on édicte un statut du juif qui est adopté par le gouvernement de Pétain, alors que les Allemands n'ont rien demandé encore. Ils devancent les demandes des Allemands, voyez. Parce qu'ils veulent montrer aux Allemands que la France est digne d'entrer dans l'Europe nouvelle, alors que les Allemands nous considèrent comme du bétail. Et que les Allemands, vous savez, astreignent la France à une dette de plusieurs millions de francs à verser chaque mois et pompent toutes les réserves de la France. Enfin, la nourriture, les matières premières, ils prennent tout, si vous voulez. Donc, comment peut-on être pro-allemand dans de telles conditions ? C'est une espèce de cécité collective qui va se poursuivre. Et les plus radicaux, ils ne peuvent plus changer de camp. Et donc, ils vont au bout de cette folie. Alors qu'au départ, si vous prenez par exemple Fernand de Brinon, qui va être à la fin de la guerre le président de la commission gouvernementale à Sigmaringen, donc qui est vraiment lui le nazi total. Mais Fernand de Brinon, avant la guerre, c'est un journaliste économique qui gagnait sa vie en touchant des commissions. Donc, vous voyez, et donc en fait, il a découvert les Allemands, il est devenu copain avec les nazis pour des raisons purement alimentaires, et il s'est aperçu qu'effectivement, c'était juteux, parce qu'il servait d'intermédiaire entre des industriels français, des industriels allemands. Vous voyez, rien de nazi là-dedans. Et puis, il s'est laissé embringuer dans cette espèce de spirale démoniaque. Alors, Christophe Bourseiller, il y a une figure pendant cette période de l'occupation qu'on ne peut pas passer sous silence, qui est la star de l'époque, la star littéraire, c'est Louis-Ferdinand Céline. Et c'est effrayant, parce que Louis-Ferdinand Céline, qu'on lit et que beaucoup considèrent comme un grand écrivain. C'est vrai, non, mais on ne peut pas lui enlever le talent. On peut en parler. Il faut séparer l'homme de l'œuvre. Il envoie une lettre à Otto Abetz en lui disant « Mais vous ne tuez pas assez de juifs, il faut les tuer un par un à Paris, quartier par quartier. » Il y a une espèce de folie qui s'est emparée. Alors, il a écrit 300 lettres
pendant toute la période de l'occupation à tous les généraux allemands, au SS, à la Gestapo, partout, pour leur dire tuez davantage de juifs. Il passait son temps à leur envoyer des lettres. Alors c'était, vous savez, un antisémite délirant. C'était un malade mental en réalité. Hein. On voit bien sa maladie mentale. Et, je raconte un dîner surréaliste chez Otto Abetz, où il y a le peintre Jean-Paul et puis quelques autres qui sont là, Jacques-Benoît Méchain, enfin bref, quelques personnes qui sont là. Et donc c'est très, très chic, vous voyez. Otto Abetz s'était marié à une Française, hein, Suzanne de Bruycker, donc tout ça, on parlait français, c'est très délicieux et tout. Et il disait rien, et avec les yeux à l'intérieur, vous voyez, les yeux révulsés, on pourrait dire. Et puis tout à coup, il dit « Hitler, c'est pas Hitler !» Alors, qu'est-ce qu'il va... Bah oui, parce que on est en 44, d'accord. Donc c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Et il explique en substance, il faudrait que vous lisiez, enfin que vous. Oui, mais les auditeurs vont le lire. Je vous envoie au verbatim de Céline, qui est complètement dingue, mais il explique que on a remplacé Hitler par un sosie et que c'est les Juifs qui ont remplacé Hitler par un sosie pour qu'ils perdent la guerre. Et donc, ils ont kidnappé Hitler. Alors, on est dans le complotisme le plus total. Ils ont kidnappé Hitler, remplacé par un sosie qui est un con, et qui donc perd la guerre. Vous voyez, alors que si c'était le vrai Hitler, il aurait gagné la guerre. Et alors, il y a Otto Abetz et les autres qui écoutent placidement le délire. C'est pas Hitler, il faut le tuer, ce con. Vous voyez, ils disent rien, ils ont l'habitude de la folie de Céline, mais c'est une folie meurtrière, hein, parce que les lettres envoyées aux Allemands, aux Français, partout, en disant durcissez, tuez plus de Juifs, il y en a encore, ils se cachent. Vous voyez, c'est absolument dingue. Et il y en a plusieurs centaines de lettres. Hein, alors, tous ces nazis français, j'allais dire heureusement, ça se termine quand même plutôt mal pour eux, à la fin de la guerre. Très mal pour eux, oui. Ouais. Vous savez, Marcel Déat, en 1938, avait écrit un article dans l'Œuvre, le quotidien L'Œuvre, en disant il n'est pas question de mourir pour Danzig. Ce qui voulait dire, nous, les Français, on ne va pas aller se dresser contre les Allemands qui veulent envahir la Pologne parce que on est des pacifistes. Et en 1945, les SS, les Waffen-SS français sont morts pour Danzig, en défendant le Reich. C'est le pied de nez de l'histoire. Le pied de nez de l'histoire. Et alors, le summum du pied de nez, c'est que quand ils étaient donc décimés par les chars russes, par l'armée russe, et ils se sont sauvés, ils ont trouvé des barques, c'est vrai, et ils ont traversé une rivière, et ils ont demandé au monsieur qui était le passeur, c'est quoi cette rivière? Il leur a dit, c'est la Bérésina. Vous voyez, il y a revanche de l'histoire. Mais il y avait, effectivement, il y a un épisode à la fin de la guerre où ils se réfugient tous dans cet épisode complètement incroyable à Sigmaringen, dans un univers complètement coupé du monde, et où ils reforment un gouvernement pour reprendre le contrôle de la France, avec Doriot cette fois-ci à la tête. Ils se déchirent pour savoir qui aura le gouvernement de la France nazie quand Hitler aura reconquis Paris. Donc ils se déchirent entre eux. C'était des luttes au couteau absolument atroces. Mais je crois que là, ceux qui sont à Sigmaringen, ils sont dans une espèce de déni mental total. Vous savez, dans Jacques de Lesdin est le rédacteur nazi du journal L'Illustration. Il a été nommé par Otto Abetz pour prendre la direction de l'Illustration pendant la guerre. Et il écrit son dernier article dans L'Illustration et il dit je vous fais un pari. Je donne rendez-vous à mes lecteurs en septembre et je vous garantis que je serai de retour à Paris. Vous voyez, en septembre 1944, il n'a pas été de retour à Paris. Alors, Christophe Bourseiller, ce livre tout à fait passionnant que vous avez écrit, il l'appelait Monsieur Hitler. En fait, quels enseignements est-ce qu'on peut tirer de cette période et de cette fascination que l'intelligence française, la classe politique française, la classe médiatique, etc., a pu avoir vis-à-vis d'Hitler? Comment est-ce qu'ils ont pu être manipulés à ce point et aveugles à ce qui était en train de se passer? Vous savez, la politique, ce n'est pas une affaire de sentiments, c'est une affaire de raison.
Et le problème de ce qui est arrivé à cette opinion française, ce qui est arrivé à ces jeunes radicaux, socialistes, communistes, ce qui est arrivé à tous ces jeunes fascistes, on pourrait dire, c'est qu'ils ont laissé parler leurs instincts. Ils ont oublié la raison. Et moi, j'ai été très frappé par le fait qu'ils soutenaient Hitler au nom de la paix, au nom de la réconciliation, au nom de l'amitié entre les peuples, au nom de la jeunesse, au nom de la bonté, vous voyez, au nom de la paix mondiale, la paix dans le monde, au nom des bons sentiments. Mais c'est ça, c'est-à-dire il faut se méfier piège des bons bons sentiments. Oui, la pitié dangereuse, disait Stefan Zweig, vous savez. Et puis le désir de paix, le désir de ne pas provoquer. Est-ce qu'il n'y a pas des analogies avec ce qu'on a vécu à notre époque? Est-ce que, par exemple, bon, je suis peut-être un peu loin, mais est-ce que lorsqu'on a, pendant des années, on a fréquenté Poutine en disant mais finalement, il essaye, etc., il a redressé la Russie, etc., et alors qu'il avait exprimé depuis 10 ans le fait qu'il allait reconquérir les anciennes républiques soviétiques qui avaient disparu. Est-ce que finalement, on n'est pas toujours susceptible d'être victime de ce genre de cécité par désir que tout aille bien? Oui, c'est vrai. Alors, Poutine n'est pas Hitler, mais non, bien sûr. Non, mais toute proportion gardée. C'est un tsar. Mais c'est vrai que la France présente aujourd'hui des traits comparables à ce qu'elle était dans les années 30, c'est-à-dire c'est un pays vieillissant et fatigué. C'est un pays qui, vous savez, on parle toujours de la crise de l'énergie, et la France est un pays sans énergie. Vous voyez, il manque l'énergie créatrice, l'énergie d'aller de l'avant. Et c'est vrai qu'il y a en ce moment, et cette Europe qui se construit aujourd'hui, cette nouvelle Europe de l'Union européenne, c'est une Europe pacifique. C'est pas une Europe guerrière, c'est pas une Europe comme ça, conquérante. C'est pas une mauvaise chose. Sauf que quand il y a un adversaire, on n'a pas d'armée. On est désarmé face à l'adversaire, vous voyez. Et donc, je crois qu'il y a là une forme de fatigue générale, et cette fatigue est propice à des sentiments émollients, où on va dire, bah oui, non, finalement, bon, écoutez, ça va s'arranger, mais non, mais il dit qu'il veut conquérir tous les anciens pays de l'Est, mais il le fera pas. Il s'arrêtera. De toute façon, il réussit pour l'instant qu'à reconquérir plus ou moins le Donbass. Donc ouais. Il n'a pas vraiment réussi pour l'instant, parce que tout est évidemment possible. On voit bien qu'il y a une fenêtre de dangerosité dans ce conflit qui est très. Non, mais est-ce que c'est pas aussi une leçon de façon générale sur la façon qu'on peut avoir, de façon collective, d'essayer de tordre les faits de la réalité pour qu'ils correspondent au schéma que nous on peut avoir, même c'est ça, en disant bien sûr. mais c'est ça, ça peut être un discours de gauche aussi, c'est le grand soir, ça va être la révolution, ça va être le Front populaire, enfin vous voyez à quoi je fais. C'est-à-dire qu'on essaye de plaquer des concepts qu'on a, des désirs personnels qui sont des désirs louables, le désir de paix, des désirs de justice sociale, et qu'on se laisse embarquer peu à peu dans les pires extrémités. Avec en plus, je dirais, de la part de beaucoup de journalistes, et ça m'a frappé, une très grande naïveté, c'est-à-dire une incapacité à prendre du recul historique. Alors est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Réfléchissons-y. Et une très grande naïveté par rapport, par exemple, lorsque les journalistes français étaient reçus par Hitler, ils buvaient ses paroles. C'est-à-dire qu'il ne les remettait pas en question. Hitler disait noir sur blanc, moi je n'ai aucune intention d'envahir la France, rassurez-vous, l'Alsace-Lorraine c'est fini, ça ne m'intéresse pas. Enfin, il enfumait les journalistes français, et les journalistes français reproduisaient ces paroles sans une once de commentaire. Vous voyez, il y avait une naïveté générale. Et par rapport à ça, et je crois que le problème du journalisme, sans doute, c'est le fait que les journalistes ont le nez collé à l'événement, sans recul historique, et pour peu qu'ils soient dans des quotidiens ou des chaînes info, les événements se bousculent avec une rapidité extrême, et ils ne peuvent pas prendre le recul nécessaire pour voir l'enseignement de l'histoire. Et l'enseignement de l'histoire, c'est fondamental pour comprendre le présent. Vous voyez, et je pense que l'enseignement de ce livre, de cette cécité française sur Hitler, c'est le fait que la politique est une affaire de raison et qu'il faut se méfier des bons sentiments. Pour moi, c'est essentiel.
Alors, Christophe Bourseiller, je renvoie donc nos éditeurs, téléspectateurs, nos youtubeurs à ce livre. Il l'appelait Monsieur Hitler, histoire méconnue des nazis français. J'ai paru chez Perrin. Mais on n'en a pas tout à fait fini avec vous, puisque sur Radio RCJ, dans une de nos prochaines émissions, L'Air du Temps, qui est une émission de décryptage de l'actualité, le 4 novembre, nous serons en direct. Et parmi les intervenants, évidemment, vous serez là, Christophe, pour parler de la montée des extrêmes droites en Europe. Donc on se retrouvera à ce moment-là. Absolument. En attendant, il l'appelait Monsieur Hitler. Merci beaucoup, Christophe, d'être venu à Pile Poule. Avec plaisir. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.